Bienvenue dans Qui a tué JFK. On plonge aujourd'hui au cœur du 22 novembre 1963 à Dallas. L'assassinat de John F. Kennedy. On va décortiquer les zones d'ombre et les incohérences qui persistent autour de ce jour-là. Préparez-vous parce qu'on va éplucher des documents d'archives, des témoignages, des analyses d'experts. Exactement. Loin de se contenter du récit officiel, on va vraiment creuser chaque détail, chaque témoignage, chaque élément matériel pour essayer de reconstituer le puzzle le plus fidèlement possible en fait. Alors on commence par le personnage central de ce drame, Lee Harvey Oswald. On le présente souvent comme le seul coupable, mais son parcours est loin d'être simple. Absolument. Son passage dans l'armée, sa défection en URSS, son retour aux États-Unis. Autant d'éléments qui nourrissent le mystère. Et puis il y a ce témoignage fascinant d'Edith Whitworth et Gertrude Hunter. Elles affirment avoir croisé un homme qui ressemblait étrangement à Oswald au furniture Martin Irving. Quelques jours avant l'assassinat. Ce qui est troublant, c'est qu'il était accompagné d'une femme et de 2 enfants. Or, Marina Oswald, la femme de Lee, n'était censée être qu'avec un seul enfant à ce moment-là. Oui, ça pose la question d'un possible sosie d'Oswald. Et ça sème le doute sur l'identité réelle de l'assassin. Si Oswald avait un sosie, ça pourrait tout changer. Imaginez un homme se faisant passer pour Oswald commet l'attentat. Et le vrai Oswald sert de parfait bouc émissaire. Glaçant. Et ce n'est pas la seule incohérence. L'enquête officielle elle-même est pleine de zones d'ombre. Prenons l'exemple de John Elwood. Il a déclaré avoir partagé une cellule avec Oswald à Dallas. Un témoignage qui contredit directement les rapports du FBI. Et que dire de cette déclaration d'un agent du FBI qui mentionne des bombes lors de la fouille de la voiture de Jack Ruby, l'assassin d'Oswald. Des bombes, c'est vraiment étrange. On a l'impression qu'il manque des pièces au puzzle. Exactement. Ces détails, aussi petits soient-ils, remettent en question la fiabilité de l'enquête officielle. Ont-ils volontairement omis des éléments? Y a-t-il manipulation de preuves? Et puis, il y a cette fameuse théorie de la balle magique, un élément central du récit officiel qui désigne Oswald comme unique tireur. Ah oui, la balle magique. Cette théorie affirme qu'une seule balle aurait traversé le corps de Kennedy, puis aurait blessé le gouverneur Connolly qui était assis devant lui dans la limousine. Une seule balle pour 7 blessures distinctes. C'est difficile à croire. Est-ce que c'est réellement possible d'un point de vue balistique? C'est là que les choses se compliquent. Des experts en balistique ont mené des tests avec des fusils Mannlicher Carcano, celui utilisé par Oswald, et des Remington. Et les résultats, croyez-moi, remettent sérieusement en question la plausibilité de cette balle magique. D'autant plus qu'il y a des contradictions entre les rapports des médecins de Parkland qui ont soigné Kennedy Et les conclusions du rapport Warren, le rapport officiel. Absolument. Les médecins de Parkland décrivent des blessures à la tête de Kennedy, qui ne correspondent pas à la trajectoire de la balle magique. Et n'oublions pas que certains éléments cruciaux de l'autopsie ont disparu. Comme la radiographie du cou qui aurait montré des fragments métalliques. Oui, et certains médecins affirment avoir constaté des blessures différentes de celles décrites dans le rapport Warren. On est en droit de se demander si l'autopsie n'a pas été manipulée pour masquer la vérité. C'est effrayant de penser que la vérité sur la mort de Kennedy pourrait être encore cachée après toutes ces années. D'autant plus que même le film Zapruder, ce film amateur qui a capturé l'assassinat en direct, suscite des interrogations. Certaines analyses suggèrent des manipulations, notamment pour dissimuler la présence d'un deuxième tireur. Vous voulez dire qu'on ne serait même pas sûr d'avoir vu la version originale du film? Le doute est permis. Des mouvements suspects, des images floues. Il y a des éléments troublants qui méritent une analyse approfondie. Alors si la théorie de la balle magique est fragile, et si on met de côté Lee Harvey Oswald, quelles sont les autres pistes? Qui d'autre aurait pu vouloir la mort de Kennedy? Eh bien, plusieurs théories s'affrontent, chacune avec ses zones d'ombre et ses partisans. Certains évoquent l'implication de la CIA. Ils pointent du doigt les opérations clandestines menées contre Fidel Castro à l'époque. Kennedy était-il devenu une gêne pour certains éléments au sein de la CIA? C'est une hypothèse. On sait que la CIA avait des projets d'assassinat contre Castro, et certains éléments suggèrent qu'Oswald aurait pu être manipulé par la CIA. N'oublions pas le témoignage troublant de Jean Carnet, ce pilote qui affirmait avoir rencontré Oswald à plusieurs reprises avant l'assassinat. Il prétendait qu'Oswald était impliqué dans un complot pour faire évader des pilotes vers Cuba, si je me souviens bien. Exactement. Carney décrivait Oswald participant à des réunions secrètes avec des pilotes pro-castristes. Ce témoignage, s'il est véridique, contredit l'image d'Oswald comme simple pion communiste. On se retrouve avec un Oswald aux multiples facettes, peut-être manipulé par différents groupes. Ça rajoute une couche de complexité à l'affaire. Et la mafia dans tout... La mafia est une autre piste sérieuse. Kennedy avait déclaré la guerre au crime organisé. Et certains parrains auraient pu vouloir se venger. Jack Ruby, qui a abattu Oswald avant son procès, était d'ailleurs lié à la pègre. Difficile de ne pas imaginer des règlements de compte dans ce contexte. Mais si la mafia était derrière l'assassinat,
Pourquoi choisir une méthode aussi voyante et risquée? C'est une question pertinente. La mafia privilégie généralement la discrétion. Certains théoriciens avancent que la mise en scène spectaculaire de l'assassinat visait justement à détourner l'attention de la véritable commanditaire. On entre alors dans le domaine des manipulations à grande échelle, avec des ramifications qui pourraient remonter très haut. Face à autant de pistes de contradiction, comment démêler le vrai du faux? Il n'y a pas de solution miracle. L'important est de rester vigilant, d'examiner chaque élément avec un regard critique, de croiser les sources et les témoignages. Et surtout de ne pas se laisser aveugler par les théories du complot les plus extravagantes. Tout à fait. La quête de la vérité exige de la rigueur et de la prudence. Il faut séparer les faits avérés des spéculations. Et ne pas hésiter à remettre en question les idées reçues. En parlant de remise en question, revenons un instant sur le film Zapruder. Vous disiez qu'il y avait des doutes sur son authenticité. Pourriez-vous développer? Certaines analyses pointent du doigt des anomalies dans le film, des mouvements suspects, des images floues, des incohérences dans la chronologie des événements. Des experts en imagerie ont même suggéré que certaines séquences pourraient avoir été modifiées ou ajoutées. C'est incroyable. Si le film Zapruder a été manipulé, ça signifie que l'une des pièces maîtresses de l'enquête est potentiellement biaisée. Exactement. Ça remettrait en cause toute notre perception de l'assassinat. Imaginez si le film ne reflète pas fidèlement la réalité, que peut-on croire? On se retrouve face à un véritable casse-tête, avec des pièces manquantes, des pièces falsifiées. Pas d'étonnant que l'affaire JFK continue de fasciner et de diviser. Et c'est sans doute ce qui la rend si passionnante. Plus on creuse, plus on découvre de mystères d'incohérences, de pistes à explorer. L'enquête, en quelque sorte, continue pour chacun d'entre nous. Alors, si on résume, la théorie du tireur solitaire est fragile. Les pistes alternatives sont nombreuses et complexes. Les preuves matérielles elles-mêmes sont sujettes à caution. Est-ce qu'on peut espérer un jour connaître la vérité sur la mort de Kennedy? Difficile à dire. Peut-être que de nouveaux documents seront déclassifiés, que de nouveaux témoignages viendront éclairer l'affaire d'un jour nouveau. Ou peut-être que le mystère restera en pied, nourrissant les spéculations et les théories du complot pour les générations à venir. C'est une possibilité. Mais l'important, je crois, c'est de ne jamais cesser de chercher la vérité, de questionner, d'analyser, de confronter les points de vue. La vérité peut être là cachée quelque part dans les archives, dans les témoignages, dans les images. Il suffit de savoir la débusquer. Et c'est là que l'expertise entre en jeu. Comment les spécialistes analysent-ils des éléments comme le film Zapruder pour y déceler d'éventuelles manipulations? Il existe des techniques très pointues. Par exemple, l'analyse des images par ordinateur permet de détecter des incohérences dans la luminosité, le contraste de la netteté. On peut aussi examiner la vitesse et la trajectoire des objets des personnes pour voir s'il y a des anomalies. C'est presque de la science-fiction. On peut vraiment modifier une image à ce point sans laisser trace. La technologie a beaucoup évolué, mais même les manipulations les plus sophistiquées laissent généralement des indices. Le problème, c'est que ces analyses demandent du temps, des moyens et une expertise pointue. D'où l'importance de ne pas prendre pour argent, comptant tout ce qu'on voit ou entend. Et justement, parlons des témoignages. On a évoqué celui de Jean Carnet, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Comment savoir à qui faire confiance? C'est là que l'historien et l'enquêteur doit faire preuve de discernement. Il faut croiser les sources, comparer les versions, tenir compte du contexte, des motivations des témoins. Certains témoignages sont plus fiables que d'autres, c'est évident. Par exemple, les témoignages de personnes présentes sur Dealey Plaza au moment de l'assassinat ont-ils tous la même valeur? Pas forcément. Il faut tenir compte du stress, de la confusion, de l'angle de vue de chaque témoin. Un témoin situé à proximité de la limousine aura une perception différente de celui qui se trouvait à l'autre bout de la place. Et puis, il y a la question de la mémoire qui peut être altérée avec le temps, influencée par les récits des autres, par les médias. Exactement. La mémoire est une construction fragile, malléable. C'est pour cela qu'il est important de recouper les témoignages avec les autres éléments de l'enquête. Les preuves matérielles, les documents d'archives, les expertises scientifiques. En somme, l'affaire JFK est un puzzle complexe, où chaque pièce doit être examinée avec prudence, où chaque témoignage doit être pesé, où chaque indice doit être analysé avec rigueur. C'est une véritable enquête à ciel ouvert qui continue de passionner et de diviser. Et c'est peut-être ça finalement le plus grand héritage de l'affaire JFK. Cette soif de vérité, cette volonté de comprendre, cette fascination pour les mystères non résolus. Une quête de vérité qui nous pousse à questionner, à douter, à chercher sans relâche les pièces manquantes du puzzle. Merci pour cette plongée fascinante au cœur de l'affaire JFK. Merci à vous. Et n'oubliez jamais, la vérité est peut-être plus proche qu'on le pense.